Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans la saison 1 Best-of de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Je suis Anne-Charlotte Deponte, je suis multicasquette parce que je suis ancrée dans nos racines avec un doctorat en histoire de l'architecture et une activité d'auteur publiée, parce que je suis ancrée dans l'actualité avec mon agence de com dédiée à l'architecture Charlotte Deponte et parce que je suis préoccupée par l'avenir, bien sûr, m'attachant à valoriser toute démarche percutante en faveur d'un avenir durable. Retrouvons-nous chaque semaine pour comprendre comment l'architecture est fabriquée, comment elle influence considérablement nos vies et la nature. Pour cela, nous interviewons des spécialistes, nous abordons des thèmes différents et nous apprenons à regarder les projets dans leur diversité et leur contexte. Pour vous offrir le meilleur, Philippe Henry, ingénieur son, est aux commandes techniques du podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui et maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Nous recevons aujourd'hui Anouk Legendre, architecte, agence XTU. Vous êtes fondatrice et dirigeante de cette agence avec votre associé Nicolas Desmazières et identifiée à travers le monde pour être l'auteur de la Cité du vin de Bordeaux. Anouk Legendre, où s'est ancrée votre vocation ? Si je puis vous poser cette question. Oui, c'est légitime. À l'origine, moi, je voulais faire agronomie. Et finalement, j'ai fait architecture. Et après, l'agence s'est lancée autour d'un voyage initiatique dans l'Allemagne baroque. Où j'ai rencontré Nicolas Desmazières d'ailleurs. Et c'est vrai que ça a été une découverte du travail de la lumière, du travail de la géométrie, etc. Donc l'Allemagne baroque. Et je pense que ça a influencé le reste de notre travail. Mm-hmm. Et par la suite, c'est vrai que peu de temps après, on a gagné les PAN, l'Europan et le PAN Université. Et c'est un peu ce qui a fait démarrer l'agence, on va dire. Donc vous avez l'habitude de travailler en binôme depuis le début ? Oui, pratiquement. Ouais. Oui. Ouais. Pratiquement, c'était le travail du soir, tout en travaillant dans les agences, mais bon. Et ce binôme, est-ce que vous pouvez le définir ? Les apports de chacun, la manière dont vous êtes organisé, comment vous fonctionnez ? Alors ce binôme, il a d'abord été un trinôme et même plusieurs trinômes. On avait d'autres associés avant. Et en 2000, on s'est restructuré et on a changé de nom. On a pris le nom de XTU. Et en référence au problème de site qu'on avait évoqué avant. Et le X, c'était la recherche. Et donc c'est un travail collaboratif, vraiment. C'est un peu l'objet de l'agence, de travailler ensemble à plusieurs mains. De tester plein de solutions avant d'en choisir une. Enfin, on n'est pas dans le jet créatif d'un. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui se fait dans la discussion. Donc, suivant les projets, ça va être telle ou telle la recherche de la bonne formule. Voilà. Alors, comment raconteriez-vous l'évolution de votre architecture ? Peut-être en prenant des exemples de projets. Alors, je pense qu'on peut dire que l'évolution de notre architecture va avec l'évolution des programmes sur lesquels on a travaillé. On va dire que dans les 10 premières années ou 15 premières années de notre travail, comme on travaillait beaucoup sur les universités, les centres de recherche, les lycées, parce qu'on avait gagné le plan université, on était sur des écritures assez carrées, assez brutalistes même, assez parallélépipédiques et minimales même, on va dire. Et puis, un jour, il y a eu un déclenchement. On a fait un voyage dans un désert, en Islande. Et l'Islande, c'est un pays entièrement déforesté. Et la terre est nue et elle est livrée aux intempéries, à la glace, au vent, tout ça. Et on a vraiment compris qu'on était là au début, comme dans un paysage du début du monde, qui était sculpté par les éléments et par la météo. Et juste après, on a fait un concours en Corée, sur un site avec des collines et des vallonnements qui faisaient une sorte de calligraphie, comme ça, comme un mouvement aussi. Et finalement, le projet est venu assez naturellement, avec des courbes souples. Et
Certains, quand ils ont vu le projet de la Corée, qu'on a gagné d'ailleurs, ils ont dit « Ah, c'est l'Islande !» Eh ben oui, c'était l'Islande. Et c'est l'influence des glaciers d'Islande. Ils se déplacent comme ça, à l'échelle des siècles. Et puis après, il y a eu un deuxième déclenchement, c'est quand on a gagné le projet de La Réunion, le musée des civilisations à La Réunion. Donc dans l'océan Indien, dans un endroit un peu loin de tout finalement, hein, perdu au milieu de l'océan. Et on a pris conscience de ce qu'il fallait faire pour faire quelque chose de très environnemental, presque autonome. On avait dans ce projet l'autonomie de l'eau, de l'énergie, on était en ventilation naturelle entièrement, on n'avait pas de climatisation. On traitait tout sur place, voilà. Donc, et on essayait de recycler ce qu'on pouvait sur place aussi. Et notamment aussi l'Asie, la découverte de l'Asie, de la Corée, la revisite du Japon, nous ont fait comprendre l'urgence de faire quelque chose de plus fort au niveau environnemental, de trouver de nouvelles solutions. Vos projets en Asie ont donc ouvert un champ prospectif et donc un nouveau tournant dans votre agence ? Oui, en fait, en allant en Asie, on a découvert l'ampleur de l'urbanisation qui occupait toutes les terres plates, on va dire, sauf les montagnes, en fait. Enfin, là où on allait, en tout cas. Du coup, c'était un peu angoissant, ça, cette idée qu'il y avait plus de campagne, que quand on nous amenait à la campagne, on était encore au milieu de la ville, même s'il y avait des vaches dans les immeubles. Donc, on s'est dit, si c'est ça l'avenir du monde, peut-être qu'il faut trouver d'autres solutions. Et peut-être qu'il faut imaginer l'agriculture autrement, faire des liens avec la ville, etc. C'est comme ça qu'on est arrivé à des projets plus prospectifs, qu'on faisait dans les vides, entre les temps morts entre les projets réels, notamment les musées. Et notamment, on est arrivé sur un projet qui s'appelle X-City, qui est un projet de ville dépollueuse, donc qui a été imaginé pour l'Asie. Pour dépolluer et absorber le gaz carbonique et exploiter le gaz carbonique pour en faire quelque chose d'utile. Et ça a amené en fait ce qu'on développe aujourd'hui, les deux pans en fait de recherche qu'on développe aujourd'hui, c'est-à-dire les façades végétales résilientes qu'on n'a pas besoin d'entretenir, qui sont ensauvagées avec des développements aujourd'hui sur les bétons qui laissent pousser les plantes, notamment, et les façades à microalgues qui ont été pas mal communiquées, en fait, où on utilise les murs d'eau des bâtiments qu'on remplit d'eau, comme des aquariums plats, en fait, pour cultiver des microalgues sur les façades des bâtiments. C'est-à-dire qu'on fait un concept de bâtiment photosynthétique, finalement. En langage clair pour nos auditeurs, qu'apportent les algues ? Alors, oui, qu'apportent les algues ? C'est une bonne question. Eh ben, la façade à microalgues, déjà, elle permet d'économiser de l'énergie au niveau thermique. C'est-à-dire, il y a une mutualisation avec l'énergie dépensée par le bâtiment. Et d'autre part, on va cultiver une biomasse utile qui va permettre de produire des super aliments ou des médicaments ou de la cosmétique. En fait, au lieu de produire certaines choses comme avant par la chimie, on peut la produire par la biologie. Donc c'est comme de l'agriculture sur les façades des bâtiments. C'est une sorte de champ vertical, en fait. Alors ça paraît très périlleux. On se demande si vous avez des algues, vous avez de l'eau. Comment ça se passe ? Est-ce que ça participe aussi de la structure ? Oui, alors on a déposé des brevets sur ce projet et après on s'est dit que si on le développait pas nous-mêmes, personne n'allait le faire, en fait. Donc on a fait une association avec un fabricant de façades, ça s'appelle Viry, et des ingénieurs de bâtiments et des algues d'ailleurs, pour développer le procédé. Donc on a fait plusieurs prototypes, on est quatrième prototype, 4e génération, et un pilote industriel qui a tourné pendant 2 ans. Donc les façades, c'est comme des façades de bâtiments finalement. L'idée, c'est d'appliquer à la recherche tout le savoir-faire du bâtiment, en fait. Avant, on cultivait des algues dans des labos. Et là, en fait, on essaie d'industrialiser le système pour en faire un produit bâtiment. Donc, c'est des façades accrochées aux structures. Donc, elles ne sont pas structurelles. Elles sont séparées. C'est des modules niveau par niveau. Comme ça, il n'y a pas trop de pression, donc pour répondre à la question. Et évidemment, c'est étudié. La taille des verres, les dimensions, etc. sont étudiées pour s'adapter à la pression, pour être étanche, pour être auto-nettoyant. Enfin, on capitalise là-dessus aussi sur les savoir-faire de nos partenaires, notamment le CNRS qui travaillait sur
les capteurs plans à microalgues qu'on a adaptés finalement aux façades des bâtiments. Voilà, donc c'est un système sécure aujourd'hui. Donc on a gagné depuis un concours de Réinventer Paris là-dessus. Donc on va transformer du gaz carbonique en système de production d'algues pour faire des aliments et des médicaments. Et donc cette façade, il va falloir la cultiver et donc il va falloir qu'il y ait des exploitants. Donc c'est demandé par la mairie de Paris qui a une garantie là-dessus. Et donc on est même en train de créer avec nos partenaires de la maîtrise d'œuvre une société d'exploitation de cette façade. Parce qu'en fait, l'expérience, elle continue pendant l'exploitation et aussi pendant la distribution. Parce que, évidemment, on va vendre un produit qui, pour l'instant, n'est pas vendu et pas commercialisé. Certains existent, mais d'autres pas encore. Et donc, ça fait partie aussi de l'expérience. Donc voilà. Donc, merci à nos amis d'Algosource et Oasis, donc nos partenaires dans cette affaire. Le promoteur, c'est Marignan et oui, CDC Habitat. Ouais, voilà. Donc ça fait 8 ans qu'on travaille sur ce procédé. Et on a gagné ce qui s'appelle un FUI. C'est un concours pour l'innovation dans l'industrie française. Ouais. Et donc c'est avec des financements d'État, région, ville de Paris, etc. Et on arrive au terme de ce programme en fait qui permet la commercialisation en fait. Et le fait d'exploiter c'est la dernière roue du système. Hein. Il fallait vérifier la technique. Après, il faut vérifier qu'on peut le vendre. Donc ça, on peut le vendre que quand on a la façade réalisée. Donc c'est ce qu'on va faire. À échéance. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est nouveau. C'est comme une usine plate qu'on mettrait sur la façade des bâtiments. Ouais. Donc finalement, la façade qui d'habitude est quelque chose de très immobile devient un système actif. Ouais. C'est aussi un système actif de régulation du bâtiment. Donc ça utilise l'intelligence artificielle. C'est assez à la pointe de. Ouais, c'est de la biotech, on va dire. Comment, dans cette partie de bâtiment très intelligente et reliée à la nature, comment vous développez la volumétrie? Alors peut-être que vous voulez parler de la Cité du Vin. C'est complètement différent. Voilà. Ouais, il y a différentes dimensions, dimensions chez Extu, on va dire. Pour finir avec l'innovation, donc il y a quand même la dimension low-tech. Hein, on a parlé des façades high-tech, les biofaçades, mais il y a aussi la dimension low-tech, c'est-à-dire les façades résilientes avec du végétal. Et cette dimension low-tech, elle est assez importante dans tout notre travail, c'est-à-dire qu'elle va influencer la production de l'architecture volume dont on parlait. Et, par exemple, dans la Cité du Vin, ça a l'air d'être un truc super sophistiqué, mais finalement c'est fait avec assez peu de moyens et dans le budget donné par le client au départ. Et pourquoi ? Parce qu'au lieu de faire plusieurs enveloppes, l'une pour l'intérieur, l'autre pour l'aspect extérieur, on a tout fait en un et on utilise la structure qui fait la forme extérieure pour faire l'intérieur. Et disons qu'on va chercher à faire une synthèse de ce qui est possible de faire pour avoir un minimum de matérialité pour faire l'objet architectural. Ça, c'est un peu une direction d'Extu. Voilà. Et à l'occasion de la Cité du Vin, d'ailleurs, on a découvert et on a développé des savoir-faire dans le paramétrique. Jusqu'alors, on avait travaillé sur les courbes avec des géométries analysées de façon traditionnelle, c'est-à-dire décomposées, en fait. Et là, on a vraiment appris à travailler avec le paramétrique. Et ça influe aujourd'hui notre travail, même sur des volumétries pas courbes. On va aborder la question du projet de façon complètement différente, parfois même en nuée d'objets, plus en construction de volume en fait. Alors ça colle complètement à l'usage. Quel est le paramètre dominant qui détermine vos choix? Alors avec le paramétrique. Sur les musées, c'est vraiment un travail sur le flux. Oui. C'est la question du flux, elle innerve tout notre travail, même les façades algues, on va dire. En fait, on essaie d'imaginer le flux des visiteurs et on construit le projet autour. Donc on scrute le flux des visiteurs. En l'occurrence, à Bordeaux, il y avait plusieurs flux l'un dans l'autre, celui des visiteurs, mais aussi celui de la rivière, et qui a creusé les collines autour du bâtiment. Et donc on a travaillé sur ce réseau de flux global.
Puis il y avait pour arriver à faire une sorte de pivot qui articule la géographie, en fait. Mais il y avait aussi un flux imaginaire, celui du vin. Oui, c'était intéressant comme sujet pour ça, parce que effectivement la thématique c'était le vin, donc on va dire une forme liquide, c'est-à-dire pas une forme justement, un liquide, un mouvement, un flux. Et comment est-ce qu'on évoque ça pour en faire une sorte d'icône de la ville, tout en le plaçant justement dans son paysage. Et vraiment la caractéristique de la Cité du Vin, je pense, c'est que elle vient comme un point d'articulation de toute la courbe du fleuve. Et ça, quand on est sur place, c'est quelque chose qu'on perçoit en fait. Quand on voit les images, on s'en rend pas compte, mais sur place, on voit que ça prend son sens par rapport au paysage, comme un grand ouvrage d'art. Oui, la façade, elle est étudiée comme un objet météorologique. Je sais pas comment expliquer, mais le vin, c'est quelque chose qui est très changeant et qui va être perçu de façon très différente suivant les circonstances, le temps, l'état d'esprit de celui qui le boit, etc. Donc nous, on faisait un bâtiment qui représente le vin, qui doit l'évoquer, et on voulait incarner cette dimension changeante. Donc il s'adapte au changement esthétique du lieu. Vous avez évoqué la marée basse. Effectivement, le marnage à Bordeaux, il est assez important à cet endroit-là. C'est entre 6 et 8 mètres. Donc des fois, ça se découvre entièrement. Mais aussi, le ciel change suivant les moments. Des fois, c'est très brumeux, très humide. Des fois, c'est plus clair, etc. Et donc, entre la façade et la forme, l'association d'une façade qui est striée avec des matériaux différents, certains qui sont plus ombreux que d'autres. Des fois, il y a des creux, des vides, ça fait des ombres. Des fois, c'est des métals qui est avec des trous, ou alors des C10, et puis tout d'un coup, ça fait des écailles. Donc, ça change comme ça. Et du coup, ça change de couleur avec l'arrondi, qui n'est pas régulier lui-même. Et donc, c'est toujours variable. Et sur toute la partie métallique, on a mis un laquage particulier avec des particules de mica à l'intérieur qui fait que ça se raccorde toujours avec l'environnement. La couleur a été choisie en fonction, on a fait plein d'essais, en fonction du lit du fleuve, en effet. Mais suivant l'état de la lumière, ça sera toujours raccord, en fait. Et c'est quand on y va, on a toujours cette impression comme s'il était fait avec la matière de l'eau, en fait. Qui est assez limoneuse, en fait. Et donc, en cela, ça l'aide à s'inscrire dans le lieu, en fait. En fait, c'est un musée du vin, mais en fait, il est vraiment dans un lieu de l'eau. Et il est en limite du port. Et ce lieu, avant, c'était le fleuve. En fait, ça a été construit sur le fleuve. Et il y a quelque chose de cette brume et de cette liquidité du fleuve à cet endroit-là qui a fait la matière du bâtiment. Alors, il a un succès planétaire, ce bâtiment? Ça, je sais pas. Ah, si vous êtes publié partout, ça marche bien. Ouais. Ça vous a ouvert des portes, j'imagine? Alors, je pense que ça ouvre des portes aussi pour Bordeaux, parce que du coup, 1,5 million de visiteurs par an, c'est quand même pas mal en termes d'efficacité de la ville, touristique de la ville. Pour nous, je sais pas si ça a beaucoup ouvert de portes, mais ça a amené notamment une commande pour un projet à San Francisco, qui est un musée de l'écologie et de la baie de San Francisco. Et là, avec le même client, on travaille sur un musée de la mer de la Jamaïque. En tout cas, ça a amené un savoir-faire chez nous sur le bois, sur les géométries paramétriques, sur des technologies simples pour mettre en œuvre tout ça et dans un coût maîtrisé. Et ça, c'était déjà un grand progrès. Ça a amené aussi le pavillon de Milan, en fait, qui est venu après. Qui était en façade bois, il me semble. Qui est en structure, et qui est entièrement en bois, en fait. Ouais. Structure, façade, sous-face en bois. Ouais. Et sur lequel on a développé les technologies qu'on avait appris, en fait, sur Bordeaux, en fait. Alors, on en revient à Bordeaux. C'était un concours gagné. À votre avis, qu'est-ce qui a fait la différence? Vous le savez ou... Je pense qu'ils attendaient quelque chose de vraiment non standard, qui fasse la différence par rapport à ce qu'il pouvait y avoir autour, qui marque la ville de façon différenciante par rapport aux autres métropoles régionales. Et
Et effectivement, quand ils ont ouvert les boîtes des maquettes, tout d'un coup, celle-là est arrivée et c'était un peu comme un truc vraiment différent. Et les gens du jury qui appartenaient au monde du vin, ils ont retrouvé leur univers là-dedans, en fait, justement dans cette dimension liquide et un peu spectaculaire. Et parce que le vin, c'est ça aussi. Tout d'un coup, des fois, il y a des vins qui vous transportent. Et c'est cette expérience du vin, en fait, qui a fait qu'on a fait cette forme-là aussi. Donc, si les membres du jury qui appartenaient au monde du vin s'y sont retrouvés, c'est aussi parce qu'on avait vraiment travaillé sur leur monde, sur leurs mots, sur la façon dont c'est fait le vin, dont on s'est perçu. Voilà, c'était aussi des éléments du cahier des charges. Ouais, un travail sémantique. Et parce qu'un musée, c'est le début d'un voyage, en fait. Donc, il faut que ça commence dehors, en fait, pour donner envie. Faut pas que ça soit littéral. Donc, je confirme, ce n'est pas une carafe. Si les gens pensent que c'est ça, on n'a pas voulu faire ça. Mais c'est un mouvement, on va dire, et c'est quelque chose qui se développe comme ça. Et le vin, c'est ça aussi. Comment un tel bâtiment atypique est réalisé? Comment travailler avec les bureaux d'études? L'enjeu de ce projet, c'était, je le redis, c'était vraiment le prix. Et il fallait rentrer dans le prix et c'était pas une forme simple, notamment à cause de sa géométrie. Donc on avait déjà l'expérience de la Corée, puisqu'on avait pareil rentré dans le prix sur un projet courbe, double courbure. Donc on a beaucoup travaillé sur les analyses géométriques pour faire un maximum de projets avec des panneaux plans, en fait. Et on a utilisé le bois et la charpente, puisque maintenant il y a des robots qui permettent de découper tout comme on veut et en économisant au maximum la matière, avec très peu de matière. Et finalement, en travaillant bien là-dessus, on a réussi à avoir un seul détail pour la fixation de la façade, sur l'étanchéité, sur la structure. Et c'est comme ça qu'on est arrivé. Et pour faire ça, cette simplification, on a vraiment travaillé en association avec des entreprises aussi, puisqu'on a créé une consultation, un dialogue compétitif dès le milieu des études pour trouver la meilleure solution, la plus optimale. Et après, on a réalisé une sorte de... C'était pas exactement ça, mais une sorte de BIM clos couvert, c'est-à-dire structure, façade en fait, pour être sûr qu'il n'y ait aucun point qui passe à côté, aucun détail oublié. Donc les bureaux d'études... on a bien travaillé avec eux de façon pertinente, quoi. De façon. En fait, chaque fois que le bureau d'études, surtout l'entreprise, parce que très vite on a eu l'entreprise avec nous, en fait, des phases d'études. Dès qu'il proposait quelque chose, nous on le vérifiait en 3D. Tout a été vérifié séquence par séquence chez nous, en fait. Alors, je vais vous révéler quelque chose. L'été dernier, je suis passée à Majorque et j'ai rencontré une famille avec un petit garçon avec lequel j'ai discuté. Et son papa a participé. Il faisait partie de l'entreprise de façade. Et il était très, très fier. Il devait avoir une dizaine d'années. C'était assez marrant de discuter avec un enfant très, très fier. Mais mon papa a participé à la Cité du Vin. Voilà. C'est marrant. Ouais, c'est un peu... Pour les architectes aussi, c'est un peu un rêve d'enfant. J'imagine que majoritairement les retours sont positifs de tout ça. J'espère. Alors aujourd'hui, vous avez les réinventés, votre projet réinventé. Et puis vous venez aussi consécration de rentrer vos maquettes à Beaubourg. Donc tout ça, de quelle manière ça vous porte vers le futur ? Alors, d'abord les réinventer. Effectivement, on a gagné Réinventer Paris 1, qui est en train de sortir. Ça a pris un certain temps, mais on y arrive. Et donc, ça va être, c'est un grand moment parce que c'est sur des technologies qu'on développe depuis longtemps, donc c'est un peu l'aboutissement. Après, on a gagné d'autres réinventés à la métropole. Mais l'arrivée de la commande et la réalisation de la commande, c'est un vrai sujet. Et du coup, il faut toujours chercher des nouveaux maîtres d'ouvrage parce que des fois, on gagne, mais pas toujours. Pas toujours. En fait, la grande leçon, c'est que dans la période actuelle, c'est plus difficile de sortir les projets
peut-être les circonstances, peut-être les grands projets à l'étranger. On a gagné un projet en Russie, par exemple, pour une ville écologique dans la forêt. Voilà, il faut un certain temps pour que ça sorte, j'imagine. Ouais. Donc c'est un peu l'aventure. Même les projets aux États-Unis, le musée sur lequel on travaille, il faut qu'il trouve son financement. Voilà, c'est souvent des projets en développement au départ. On essaie de faire des projets en co-développement avec les clients. Après, il faut qu'ils trouvent son financement, les accords, tout ça. Donc tout ça, ça prend du temps. Oui, parce que vous avez un ADN prospectif du coup très fort, et j'imagine que ça réclame une énergie. Enfin, il n'y a pas d'alimentaire finalement dans votre agence, un petit peu. On aimerait bien avoir de l'alimentaire. Et c'est vrai qu'on nous appelle plutôt pour des projets iconiques, démonstrateurs, voilà, ce qui nous excite beaucoup. Ouais. Après, pour la rentabilité globale, ça serait bien aussi d'avoir des projets plus simples. Bon, les gens souvent s'imaginent qu'on va faire que des projets démonstrateurs, mais en fait, nous on adapte à la situation, au budget du client, au lieu. Enfin bon, c'est vrai qu'on va pas faire le même projet et les mêmes innovations si on est au centre de Paris ou si on est à l'autre bout de la France, où ça va pas être les mêmes budgets. Donc on sait aussi faire un projet pas cher et simple. Ouais. Et l'innovation, on sait aussi la doser pour que ça rentre dans les budgets. Enfin, on est très attentif à ça. Ouais. Et donc vous êtes multiprogramme, j'imagine. De toute façon, aujourd'hui, on mixe les usages. Vous touchez quasiment tous les programmes ou... On essaie de s'équilibrer, oui. Pendant longtemps, on n'était que dans les universités. Et à un moment, on a compris qu'il fallait varier un peu, faire du logement. Donc, c'est un sujet qui nous passionne. Les musées aussi, évidemment. Et on essaie de développer ça à l'étranger parce que ça sert l'urbanisation aussi. Ça permet de faire monter en puissance des territoires et de développer des villes qui ont besoin de changer d'image. Donc on essaie de développer ça en surfant sur les connaissances qu'on a sur l'écologie. Donc aujourd'hui, en fait, les projets sur lesquels on travaille souvent, c'est devenu des grands écosystèmes. Ça sort de l'échelle, quand on peut, notamment avec les remontées à la métropole, ça sort de l'échelle du seul bâtiment et on va essayer de faire des grands écosystèmes participatifs qui permettent de faire les cycles courts, cradle to cradle, tout ça. Et pas si high-tech que ça. Souvent, quand on peut faire du low-tech, on essaie de le faire. Ça nous paraît la bonne voie pour demain. La sobriété, le bois. Les gens ne savent pas qu'on est... aujourd'hui, tous nos projets sont structure en bois. Et effectivement, quand on peut faire un projet sur le thème de la sobriété, contrairement à l'image qui est renvoyée, justement, on arrive à fabriquer, je pense, ces objets architecturaux avec peu de moyens, en fait. Oui, aujourd'hui, on parle beaucoup de frugalité. C'est un leitmotiv. Et puis, le temps de sortir vos projets, toutes vos démarches prospectives, on est sur des temps longs. Donc, le temps d'inventer, de construire, et puis après de tester sur l'usage. Alors, il est vrai que, si vous avez vu l'agence, on fait des tests et des expériences à l'agence même, notamment sur le végétal, les grandes jardinières végétales, justement, qui vivent leur vie toutes seules, les façades à micro-algues, tout ça. Aujourd'hui, ce qu'on propose dans les projets, c'est souvent des choses qu'on a déjà testées, en fait. Comme ça, on gagne du temps sur l'expérimentation. Et comment on travaille à l'étranger ? Est-ce que pour vous, c'est plus... Parce qu'on se dit que c'est forcément plus compliqué. Il y a le problème culturel, la langue, les lois qui sont différentes. Comment on trouve sa place à l'étranger ? Est-ce que finalement, c'est plus compliqué ? Alors, l'étranger, c'est un grand fantasme pour les architectes, pour nous aussi. Ouais. Donc, il y a un an, on s'est dit, on va essayer de travailler à l'étranger, ça va être excitant et tout. Vous y étiez déjà ? Oui, on y était déjà un peu, mais c'était par hasard, finalement. Ouais. Si on avait gagné la Corée, c'était un concours ouvert, 600 projets remis. Normalement, on ne gagne pas, mais bon, là, on a gagné. Il se trouve qu'on a eu la chance d'être beaucoup invités pour des conférences, notamment en Chine. Donc,
c'est bien accueilli, tout ça, on arrive à faire des projets, mais après, quand il faut les réaliser, c'est pas évident. C'est souvent les Chinois qui réalisent, finalement. En tout cas, quand on travaille là-bas, on s'associe toujours avec des partenaires locaux qui connaissent bien. C'est ce qu'on a fait en Corée, où on était associé au final avec un architecte local, et cette association a été très bénéfique. Et c'est le seul moyen pour pas se tromper dans les lois, faire un projet qui est bien adapté à la culture du lieu, surtout pour les musées. Où quand même on travaille pour un public, une population qu'il faut connaître. Et d'ailleurs pour ça, parfois on va innover et trouver des méthodes. Par exemple, quand on a fait le musée en Corée, qu'on n'avait jamais fait de musée à l'époque, et là on faisait aussi la scénographie, et on a pris nos clients coréens, on leur a fait visiter différents musées dans le monde, et on a regardé avec eux qu'est-ce qui marchait. On les a pris comme public. Et voilà, donc ça c'était l'invention d'une méthode pour essayer de savoir quel était le type de scénographie qui convenait pour un public coréen. Donc je pense que c'est quelque chose une méthode qu'on adaptera suivant les pays. L'évolution du métier d'architecte, on sait que le rôle de l'architecte s'amenuise, on l'a vu de manière très très explicite au travers de toutes les pérégrinations de la loi Elan. Voilà, donc comment on réagit par rapport à ça ? Comment vous vous armez ? On s'est même demandé si on n'allait pas changer de métier, je vous dirais, parce que tellement les architectes sont mal perçus, souvent mal considérés, y compris dans les médias. Je veux dire, en 20 ans, il y a eu une dégradation terrible, et on se demande si ça vous... Franchement, il n'y a aucun métier qui est traité comme ça, quoi. Avec autant de responsabilités en plus. Parce qu'on a quand même des responsabilités décennales, trentenaires, etc. C'est énorme. Alors, sur le dernier projet, on s'est aperçu qu'on était amené à faire beaucoup plus de choses, à faire du co-développement. On en a parlé à l'étranger, mais aussi sur réinventer la métropole, par exemple, à amener tous les partenaires innovants, parce que c'est vrai que les gens viennent nous voir, et comme on a cette dimension recherche, c'est important. Et même sur un des projets, on s'est mis comme promoteur. Et en se disant, il n'y a pas de raison que la maîtrise d'œuvre tire pas aussi partie du gâteau, en fait. Ouais. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on nous demande depuis qu'on est passé au privé ? Qu'est-ce qu'on demande aux archis ? On demande de prendre des risques. Même s'ils sont un peu payés sur les concours, ça va payer une petite partie de ce que ça coûte. Et donc finalement, l'architecte est en risque, et finalement, à la fin, il n'a pas la part du gâteau. Donc on s'est dit, pourquoi les archis ne changent pas d'attitude ? Pourquoi ils ne deviendraient pas promoteurs ? Et pourquoi on n'entraînerait pas toute la maîtrise d'œuvre là-dedans, y compris les bureaux d'études, et voir certains des utilisateurs. Et donc sur certains projets, on est en train de raisonner comme ça. C'est un autre métier, ça fait apprendre d'autres choses, c'est compliqué. Et puis on a un projet plus collaboratif avec tous les acteurs qui sécurisent l'opération finalement, qui deviennent force de proposition. C'est une nouvelle façon de faire. On pense que le futur sera de toute façon moins pyramidal et plus collaboratif. Et donc même les organigrammes des projets aujourd'hui sont en train de changer. C'est devenu presque tous à égalité au lieu d'être pyramidaux comme c'était avant. Il y en a encore des pyramidaux. On essaie de lutter contre ça. Oui. En fait, aujourd'hui, les financiers font de la construction, les promoteurs se prennent pour des architectes, tout est un petit peu brassé. Donc, en effet, pourquoi vous ne prendriez pas aussi les rênes ? En fait, on avait adopté cette démarche parce qu'on voulait aller jusqu'au bout de l'innovation. Et on a remarqué dans les différents projets sur lesquels on travaillait que finalement, souvent d'un point de vue innovation, c'était un peu bridé ou on ne pouvait pas aller jusqu'au bout en fait. Donc on s'est dit une façon d'aller jusqu'au bout, d'être plus radical et plus efficient, et de faire entrer ça dans un prix aussi, il y avait ça. C'est peut-être de devenir promoteur. On avait déjà fait ça. Mais il n'y a pas un conflit d'intérêt, non ? C'est possible.
Ouais, c'est possible. L'un de nos clients, Elitis, avait fait ça pour la tour TED à Strasbourg. Et on a trouvé ça intelligent. Donc du coup, là, on s'est dit, allez, on amène tout le monde dans l'aventure et on regarde ce que ça fait, en fait. Et ça fait partie, c'est une expérience. Du coup, c'est vrai qu'à chaque projet qu'on fait, on essaie de faire une expérience. Souvent, c'est des expériences agricoles, végétales, photosynthétiques, etc. Ou des expériences sur la circularité, le cradle to cradle, etc. Mais là, on a fait une expérience sur l'organisation du projet pour qu'il soit différent et pour essayer de trouver des nouvelles voies pour le futur. Bon, je pense que les agences, effectivement, les plus fortes trouvent des alternatives. C'est un petit peu ce qu'on voit en ce moment. Mais ce qui est fou, c'est de voir autant de profils sortir des écoles et que vont devenir tous ces étudiants. Et que leur diriez-vous d'ailleurs à ces étudiants ? Alors, les agences les plus grosses, effectivement, je pense, s'en sortent bien parce qu'elles ont un volant suffisant pour perdre de l'argent sur les compétitions, pour faire des faisabilités gratuites. Parce que si elles ont du travail récurrent, tout va bien, quoi. Et puis, elles travaillent sur des projets plus gros, qui ont plus de rentabilité. Aujourd'hui, pour les étudiants, c'est pas... Moi, je trouve que c'est pas facile. C'est pas facile, hein. Honnêtement, si c'était à refaire, je le referais pas. Et c'est vraiment un combat tous les jours. C'est un engagement. Et c'est pas reconnu, quoi. Et c'est presque ça qui est le pire, en fait. Et encore, je pense qu'on a beaucoup de chance, malgré tout, parce qu'on travaille sur des projets intéressants, mais dont beaucoup sont en développement, finalement, qui c'est pas facile à sortir un projet en développement. Des fois, ça met très longtemps, des fois, ça marche pas, etc. Donc, c'est excitant, mais ça marche pas toujours. Et avec votre expérience à l'étranger, la position de l'architecte ailleurs, c'est la même chose ? Enfin, en tout cas, de ce que vous en percevez. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, en Corée, le monde est divisé en deux. Le monde coréen. La partie du monde coréen qui appartient à Samsung et la partie du monde coréen qui appartient à Hyundai. Donc, il y a les agences qui appartiennent à Samsung et celles qui appartiennent à Hyundai. Elles font plus de 1000 personnes. Et du coup, les architectes comme nous, les petites agences, il y en a quand même beaucoup moins. C'est beaucoup plus difficile pour eux. Et l'architecte, il a encore moins le droit à la parole qu'ici. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le maître d'ouvrage décide, il doit faire, quelle que soit la situation. Et même nous, quand on a travaillé là-bas, on avait le droit de dire des choses que notre partenaire coréen ne pouvait pas dire. Mais parce que nous, on était étrangers, on ne connaissait pas les codes, etc. Donc, on avait le droit de dire certaines choses. Mais c'est un peu plus... l'architecte est plus soumis, on va dire. Même si c'est des grosses agences qui intègrent tout, le bureau d'études, etc. Ça, l'intégration avec le bureau d'études dans une structure plus grosse, je pense qu'on n'y coupera pas en France. Et ça sera un peu la fin de la spécificité française, un peu comme ce qui se passe ailleurs. Mais du coup, ça favorisera forcément que les grosses agences. En Corée, c'est ce qui se passe, en fait. Et est-ce qu'on ne va pas perdre l'âme qui circule dans nos villes ? En fait, c'est une sorte de course à la rentabilité, parce que finalement, plus c'est gros la structure, plus on cherche à gagner de l'argent, j'allais dire. Enfin, on a l'impression aujourd'hui que le seul critère, c'est de faire un truc économique, etc. Enfin, finalement, je suis assez pessimiste, mais des fois, j'ai l'impression qu'on fait des bâtiments qui sont faits pour durer 30 ans ou 40 ans. Ouais. Quand je vois la ville de pierre, elle résiste beaucoup plus longtemps que ça, en fait, mais aucun de nos bâtiments va résister autant. Ça va peut-être s'auto-redéfinir ? Ouais, mais j'ai l'impression qu'on fait, finalement, on n'a pas toujours les bons critères, en fait. Si le critère, c'est seulement l'argent, bien sûr, il faut rentrer dans les prix, mais il faut aussi avoir quelque chose de durable. Il faut avoir quelque chose de sobre et durable, et quand même, l'habitat, c'est pour longtemps. Aujourd'hui, on sait que... Enfin, je sais pas, il y a peut-être d'autres façons de le faire, soit en utilisant des architectures entièrement réutilisables comme une carrière de pierre, en fait.
soit en faisant vraiment des parties qui vont rester, d'autres qui vont changer. Faut penser les choses un peu différemment. Mais changer les pratiques. Ouais, peut-être. Ça va changer. Sur quoi vous aimeriez terminer cet entretien ? Alors, la note optimiste, c'est que finalement, on est dans une période qui est assez intéressante quand même, puisque finalement, assez intéressante et assez risquée. Soit on continue dans le système de la société actuelle, on continue à claquer tout le potentiel de la planète en 2 siècles ou 3 siècles, et bon, ça tout se finit à la fin du siècle. Soit on essaie de faire un vrai changement. Et les architectes sont quand même à l'avant-scène de ça, parce que c'est eux qui pensent la ville en avance, finalement, 3 ans avant sa réalisation. Et c'est une opportunité formidable de pouvoir faire ça. Et c'est un challenge pour les jeunes générations, et je pense qu'ils ont quand même beaucoup à dire là-dessus, parce qu'ils sont formés différemment, et plus en accord avec ce qui se recherche aujourd'hui. Et voilà, donc la note optimiste, c'est peut-être le monde va changer, et peut-être qu'on va pouvoir y participer. Après, il faut faire les bons choix. Écoutez, on va refaire le monde, ou sauver le monde et refaire le monde, souhaitons-le. Anouk, merci beaucoup d'être venue témoigner sur votre beau travail. Et puis, j'espère à une prochaine fois, peut-être sur un autre sujet, une petite monographie de bâtiment. Voilà, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci à tous nos éditeurs. À la semaine prochaine sur Comme d'Archi. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse Comme d'Archi Podcast, COMDARCHI Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.